Bonjour, je reçois aujourd'hui avec plaisir Mansour Kaba, qui est un urbaniste très connu en Afrique. C'est aussi un homme engagé dans la politique. Il retrace sa longue carrière. C'est un livre qui paraît ces jours-ci et qu'il a mis 10 ans à écrire. Mansour Kaba, bonjour. Très heureux de vous recevoir. Bonjour. Vous êtes né donc en 1940 et vous avez une vie très complète que l'on peut trouver en résumé dans ce livre qui retrace tout votre parcours et tous les événements auxquels vous avez été mêlé. Alors commençons peut-être rapidement par dire d'où vous venez, de quel pays et comment vous avez avancé dans la vie. Merci beaucoup, M. Walker. Je suis très heureux d'être reçu ici dans votre grande radio, votre grande maison. Et pour venir à ma petite personne, je suis né à Kankan, c'est la deuxième ville de la Guinée. Kankan qui a été créé par mes ancêtres. Ce qu'on ne sait pas généralement, c'est que dans le Mandé, chaque ville a une famille fondatrice. Kankan, c'est les Kaba Diété, Sigiri, c'est les Magasuba, Bamako, c'est les Nyaré. Et toutes les villes comme ça, dans le Mandé, ont une famille fondatrice. Et Kankan est la ville fondatrice des Kaba. Et là-bas, alors, du premier au dernier, c'est la même, comme on dit, tous les noms sont attachés à la même corde. Oui, mais vous êtes dans cette famille fondatrice de la ville, vous êtes le seul qui a fait des études très poussées d'ingénieur en Allemagne. Comment s'est fait ce parcours extraordinaire? Le seul à faire des études d'ingénieur en Allemagne, mais il y a d'autres qui sont aussi grands, plus grands que moi, en histoire et autres. Le professeur Lansine Kaba est un de mes cousins qui enseigne aux États-Unis et au Qatar. Donc, nous sommes. C'est le hasard de l'histoire. J'ai obtenu en 1960, après l'équivalence du baccalauréat, une bourse d'études. Et à l'époque, la Guinée venait d'être indépendante. Les bourses venaient de partout, de Cuba, de l'Union soviétique, de Grande-Bretagne, des États-Unis, de tous les pays du monde. Ça a été notre grande chance que, pour la première fois, la Guinée a été le premier pays d'Afrique de l'Ouest, les anciennes colonies françaises, à envoyer ses enfants partout. Nous avons des gens qui parlent russe, qui parlent espagnol, qui parlent américain. On a tout ça c'est un melting pot en Guinée, au niveau des grands cadres. Et nous avons eu la chance de partir à 4 de la même classe, depuis l'entrée en 6e, jusqu'à l'école des travaux publics de Bamako, qui était une école fédérale, pour la formation des adjoints techniques des travaux publics, les adjoints des ingénieurs français qui venaient en Afrique de l'Ouest à l'époque. Et puis, on s'est retrouvés 4 boursiers pour l'Allemagne. Parce qu'en fait, l'Allemagne s'était proposée pour refaire la ligne de chemin de fer, les 660 km de ligne de chemin de fer. Pour une fois, il y avait une programmation. On a dit, on va envoyer 4 Guinéens pour faire ingénieurs de chemin de fer qui vont venir travailler avec les Allemands en Guinée. Vous savez, quand vous allez dans les grandes écoles, on ne fait pas d'ingénieur de chemin de fer ou d'ingénieur de génie civil ou d'ingénieur des eaux ou de l'assainissement ou des routes, on fait tout. En Allemagne, c'est une formation universelle. C'est tout ce qui est construction. On appelle ça Bauwesen, c'est-à-dire toutes les constructions, sous l'eau, sur l'eau, en l'air, partout. Alors donc, vous faites ce genre de formation. Et si vous réussissez, parce que finalement, le hasard m'a amené encore à Munich, parce que les cours de langue qu'on apprenait, on faisait 6 mois de cours de langue, mais moi j'en ai fait que 4. Et c'était à 32 km de la ville de Munich, donc c'était l'université technique de Munich qui était la plus proche, et c'est celle qui m'a reçu, qui m'a fait faire encore une équivalence du baccalauréat en Allemagne. Parce que mon diplôme en Guinée de la UEF n'était pas reconnu. J'ai donc fait une formation en Allemagne, un bac allemand, et maintenant je suis entré dans la grande école. Et ensuite, comment a débuté votre carrière professionnelle? La carrière professionnelle a débuté, ça aussi, vous savez, c'est le hasard. Hein. En Afrique, à l'époque, on ne pouvait rien construire à l'avance. On se retrouvait dans une situation et on assumait. C'était un peu mon cas, comme dans le cas de beaucoup d'autres.
J'aurais pu être un philosophe parce qu'on avait des aptitudes un peu dans tous les sens. Bon, je me suis retrouvé ingénieur. Et en Guinée, comme j'étais déjà opposant au régime du président Sékou Touré, j'avais été condamné à mort comme beaucoup d'autres, le Siraj Diallo, Ibrahima Baba Kaké, qu'on connaît ici en France. Dans ces condamnations à mort, il y avait des gens qui ont été exécutés. Ah oui, mais nous n'étions pas là. Et vous n'étiez... Exactement. Beaucoup de cadres guinéens... Par contumace, vous étiez condamné. Exactement. Alors donc, et nous tenions à venir en Afrique pour organiser l'opposition contre le régime du PDG, du président Sékou Touré. Qu'est-ce que vous reprocheriez à Sékou Touré? La dictature? La mauvaise gestion? La corruption? Non, Sékou Touré était un personnage très complexe. Ceux qui n'ont vu qu'un côté l'ont admiré jusqu'à la mort. Et ceux qui voyaient l'autre côté l'ont combattu jusqu'à la mort. Ouais, mais il avait les deux personnes en lui. Et puis, c'est-à-dire que, si je peux dire 2 minutes, comment je l'ai connu? Oui. Moi, je l'ai connu à l'âge de 13 ans. J'étais encore en CM2, à l'école primaire. Dans notre famille, à Kifina, nous étions une famille de grands commerçants ou de grands intellectuels islamiques. Mon père en a été un. Et donc des intégristes qui n'aimaient pas du tout Sékou Touré. Et un jour, il y a mon oncle qui nous dit, tous les enfants, le jour où Sékou Touré entrera dans cette cour, sans que vous m'ayez informé auparavant, je vous fouetterai tous. Et comme moi je ne voulais pas être fouetté, un jour nous jouions au football devant la concession. J'aperçois Sékou Touré qui arrivait avec un cousin, un oncle. Avant de traverser la rue pour venir dans la cour, l'oncle a quitté Sékou. Lui, il savait ce qui l'attendait s'il entrait avec Sékou Touré. Alors donc, Sékou a traversé la rue. Dès qu'il a traversé la rue, j'ai couru, je suis allé vers l'oncle. Ah, Sékou Touré arrive. Je n'ai jamais su comment j'ai su que c'était Sékou Touré. J'ai 13 ans, on n'est pas très... Ah oui, c'est un personnage hors du commun, c'est vrai. Alors donc, je cours, je dis à l'oncle, Sékou Touré arrive. Il prend ses 2 babouches dans la main, il n'a même pas pris le temps de se chausser. Il vient nu-pied devant la concession, il dépose les babouches, il met les pieds dans les babouches et il attend Sékou, du pied ferme. Sékou Touré arrive, il lui serre la main et dit, écossais, c'est-à-dire retourne. Ça n'entre pas dans la cour. Mais il se faisait que dans cette cour, il y avait une seule, comme ce qu'on appelle marâtre, chez nous, les coépouses de leur mère, du maire du chef de famille, la coépouse du maire du chef de famille, était une petite fille de l'Almamine Samori Touré. Sékou Touré lui dit, ah, je vais saluer ma tante. Ah, il a secoué la tête, il dit, bon, entre. Et puis lui, maintenant, il s'est fâché, il est parti. Il entre dans sa case, il s'enferme pour que Sékou n'entre pas dans sa case. Il n'a pas pu l'empêcher d'entrer dans la cour, il l'a empêché d'entrer dans sa case. Et moi qui ai provoqué la scène, je me suis mis de côté, entre 2 cases, pour l'observer. Mais c'était l'homme le plus affable, l'homme le plus aimable. Sékou est venu, je l'ai vu se baisser, se courber, parce qu'à l'époque, chez nous, quand on a fini le petit déjeuner le matin, au petit soleil, là-bas, que le soleil ne devienne méchant, les femmes sont assises chacune devant sa case et se rincent les dents. Sékou se baissait, saluait chaque femme, comme ça, comme ça. Il salue la vieille, et après il vient me trouver dans mon petit coin. Il me salue. C'est comme ça que je l'ai connu. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'il vous a condamné à mort alors? Je dis non, mais ce monsieur est gentil. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas... Alors c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à le supporter. Et alors pourquoi avez-vous été... Pendant un temps, oui. Pendant le temps des études en Allemagne, d'abord à Bamako, à partir de 59, jusqu'en 66 exactement, j'étais chef de la GRDA, la jeunesse du RDA. Donc, supportant Sékou. Ouais. Par la suite,
j'ai commencé à douter. J'ai commencé à douter, et puis après, parce que là, c'est en 1969, il y a eu des condamnations à mort qui ne m'ont pas laissé tranquille. Quand on tue quelqu'un comme Keita Fodeba, un grand homme des arts, qui a été le premier à créer le ballet de Keita Fodeba ici à Paris, et qui a été un puissant homme des arts, qui après est devenu ministre de l'économie et de l'Intérieur et de la Sécurité, le premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Sékou Touré, sont eux qui ont créé l'État guinéen. Et quand on tue des gens comme ça vous fait penser. Alors, il n'y avait pas que lui, il y avait un attaché de l'ambassade qui était attaché militaire, qui a organisé toutes les usines militaires de la période de Sékou Touré en Guinée. En Guinée, l'armée guinéenne, c'est des gens qui avaient été formés en Allemagne. Les ouvriers, les contremaîtres, tous. C'est-à-dire l'armée guinéenne n'importait rien. Les chaussures étaient fabriquées par les soldats. Les tenues par les soldats. Formés toujours en Allemagne. Et celui qui a été maître d'œuvre de tout cela aussi était un ami de Fodeba. Tous ont été embarqués et exécutés. À partir du moment où j'ai dit non. C'est là que vous avez fondé le... Je ne peux pas continuer à supporter ce régime. Et les Siraj Diallo et Ibrahima Bakake étaient là. Et c'est comme ça que je me suis engagé avec eux et que nous avons créé en 1970 notre mouvement d'opposition. Et quelle audience a-t-il eu, ce mouvement? À ce moment, beaucoup d'audience. Vous savez, Siraj Diallo était rédacteur en chef de Jeune Afrique, de Béchir Ben Ahmed, paix à leur âme. Et Ibrahima Bakake qui était un historien très connu, qui avait une émission hebdomadaire ici, Mémoire d'un continent. Il y avait beaucoup d'autres. Ouais. Beaucoup d'autres. Et nous étions les soldats à qui on a dit, bon, rentrer en Afrique, dans les pays voisins, et organiser les jeunes là-bas pour qu'on puisse un jour combattre le régime de Sékou, alors sérieusement. Et comment étiez-vous organisé? On avait, vous savez que la colonie guinéenne à l'étranger était une colonie très solidaire, et c'est l'une des rares colonies, d'étrangers dans les pays africains qui n'a jamais demandé le support des Nations Unies. Nous n'étions pas des réfugiés. Nous n'avons pas fait des organisations de réfugiés. Nous sommes venus, chacun avait un métier. Chacun s'est trouvé une place dans le pays, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali. Chacun s'est trouvé une place et a travaillé sérieusement. C'est comme ça que j'ai pénétré le milieu économique ivoirien. Et en quoi consistait donc cette opposition à Sékou Touré? Comment l'opposition, c'était un travail vous savez, en Afrique, les gens sont très souvent portés par l'ethnie. Le président est de mon ethnie, il est de ma famille, quoi qu'il fasse, je le soutiens. Mais Sékou Touré était de mon ethnie, je l'ai connu tout petit, je l'ai admiré, mais je n'ai pas continué à le soutenir jusqu'à la fin. J'ai mon grand frère, Mamadi Kaba, qui était le chef du syndicat, parce que Sékou Touré était syndicaliste. Lorsque Sékou Touré a quitté le syndicat pour être député-maire d'abord, avant d'être président de la République, c'est mon grand frère qui l'a remplacé. Donc, dans ma famille, Sékou était sacré. Alors, mais moi, avec mes fréquentations d'étudiants, et les conceptions qu'on avait, on ne s'est pas laissé emporter par les problèmes ethniques. On a revu la démocratie, on a vu les droits de l'homme, les tueries qui se faisaient, le Cambouaro. On a dit non, on ne peut pas soutenir ce régime, même si, quand bien même, les gens seraient de la même ethnie que nous. Et cette opposition à laquelle vous participiez, dont vous avez été fondateur, est-ce qu'elle a eu une efficacité? Elle a eu une efficacité parce qu'elle n'a pas permis à Sékou Touré de dormir. On l'a fatigué. Nous l'avons vraiment fatigué. Comment ça? Non, c'est parce que dans tous les pays où nous étions organisés, les fonctionnaires de Sékou Touré n'étaient pas à l'aise.
on leur disait, ah, si vous allez là-bas, ils vont vous... ils vont vous pas abattre, mais en tout cas, ils vont vous fatiguer. Alors donc, mais ce n'était pas tous les pays, parce qu'il y a le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui étaient totalement indépendants de Sékou, mais la Sierra Leone, le Libéria et la Gambie étaient des petits pays dont le régime était lié à celui de Sékou. Donc on évitait ces 3 pays. Mais les autres pays voisins de la Guinée, là... Il y avait une coopération entre les oppositions? De temps en temps. De temps en temps. Parce qu'il y avait beaucoup d'ego dans ces choses-là. Les chefs étaient chefs et puis... Et quelles étaient les actions de l'opposition dont vous êtes le plus fier? Ouf. Ça n'a jamais été... vous n'aviez jamais demandé la mort de Sékou Touré. C'était une opposition... Non, l'opposition... Il y a eu une action dont je n'étais pas fier, que j'ai condamnée, mais qui est la plus grosse action de l'opposition guinéenne contre Sékou Touré, c'est le 22 novembre 1970. Le 22 novembre 1970, les Portugais et des opposants guinéens au Sénégal se sont entendus pour débarquer à Conakry. Et, chose curieuse, moi j'étais vice-président, Siraj Diallo était président de notre mouvement. Lui, il a participé au débarquement et je n'étais pas informé. Ce qui fait que j'ai condamné l'acte, mais c'était l'acte le plus visible. Mais en fait, les Portugais avaient organisé cela pour venir libérer les soldats portugais que Cabral, Amilcar Cabral, avait emprisonnés en Guinée. Parce que quand Amilcar Cabral, dans sa lutte de libération en Guinée-Bissau, prenait des soldats portugais, il venait les emprisonner en Guinée, parce qu'ils n'avaient pas de territoire. De territoire libéré, vous pouvez avoir des prisonniers. Donc, les Portugais, finalement, avec l'accord certainement de la France, de l'Allemagne et des autres pays occidentaux, le Portugal a organisé cette affaire, mais il faut savoir aussi que cette affaire était co-organisée par Sékou Touré lui-même. Ah bon? Oui, c'est parce que je le dis parce que dans l'histoire on en parlera. La CIA était au courant. La CIA a informé Sékou Touré. Le KGB était au courant. Le KGB a informé Sékou Touré. Et curieusement, les Portugais prisonniers en Guinée étaient à Kindia, à 150 km de Conakry, jusqu'à Mamou, à 300 km de Mamou. Et ce jour-là, Sékou Touré a réuni tous les prisonniers portugais au même endroit. Et lorsque les Portugais ont débarqué, ils ont pris leurs prisonniers, ils sont partis, ils ont laissé les Guinéens se débrouiller. Et alors, avançons un peu dans l'histoire, comment a été provoquée la chute de Sékou Touré? Comment est-ce que les choses se sont passées? Non, Sékou Touré n'est pas mort d'un coup d'État, il est mort... Oui, non, je dis son départ du pouvoir. Il est tombé malade, il était allé à Cleveland, aux États-Unis, ce qui nous fait dire encore qu'il y avait bien des contingences entre la CIA et Sékou Touré, parce que quand un chef d'État qui a passé sa vie à vilipender l'impérialisme et qui trouve la mort aux États-Unis, ça veut dire qu'il avait des acquaintances avec les États-Unis. Et lorsqu'il est revenu, donc, en ce moment, au moment où il tombait malade, où il mourait à Cleveland, moi, j'étais en mission des Nations Unies en Centrafrique, à Bangui, pendant 3 mois. Et une semaine après sa mort, les militaires ont fait le coup d'État. C'est-à-dire en Guinée, l'armée avait l'habitude de faire le coup d'État au cadavre, quoi, des présidents. Mais du président de son vivant, non. C'est maintenant le dernier coup, là, en septembre dernier, le 5 septembre, qu'il y a eu un véritable coup d'État, mais un coup d'État maîtrisé à 100%. Ah, vous trouvez? Ah oui, c'est un coup d'État qui a été maîtrisé. Je n'étais pas en Guinée, hein, non, mais je suis ça tous les jours au quotidien. Imaginez-vous que les gens prennent le pouvoir le dimanche. Le lundi matin, j'ai un expert qui est à Sigiri,
à 900 km de Conakry, qui vient à la préfecture pour dire « Ah, les conditions ont changé, qu'est-ce que je fais ?» Le préfet militaire qui était là lui dit « Non, monsieur, continuez votre travail, le gouvernement continue. » C'est-à-dire que aucune activité n'a été bloquée le lendemain, le lundi matin. En moins de 12 heures, les militaires avaient remplacé tous les préfets et sous-préfets dans le pays. Ah oui, c'était bien préparé. La vie a continué, à Conakry, la vie a continué comme s'il n'y avait rien eu. Aucune révolte, aucune manifestation, tout le monde avait marre d'Alpha Condé. Parce que voilà un monsieur qui a été formé ici à la Sorbonne, qui se disait marxiste-léniniste, qui a fait plus de 30 ans d'opposition, et qui est arrivé au pouvoir et devenir pire que tous les gens qui l'ont combattu auparavant. On était fatigué de ce régime. Oui, puis normalement, il ne devait pas pouvoir se représenter. Oui, pour le troisième mandat, de toute façon. Mais déjà, avant la fin du troisième mandat, on était fatigué, on ne voulait plus le revoir au pouvoir. Mais moi, c'est un ami à moi. C'est un ami à moi et j'étais tellement ami à lui que lorsque Lansana Conté l'a emprisonné en 1999, pendant 2 ans et quelques mois, j'ai été le seul à le soutenir publiquement. D'abord en organisant une conférence de presse où j'ai demandé au président Lansana Conté de l'épargner parce que si jamais il le torturait, on allait le condamner comme on n'a jamais condamné un chef d'État en Guinée. Ça, c'était une première chose. La deuxième chose, j'ai demandé au président Lansana Conté de le sortir de prison et de le nommer comme Premier ministre d'un gouvernement d'union nationale de transition. Ce que Conté a refusé et qui est venu 10 ans après. Le gouvernement de l'Union nationale de transition. J'ai été le premier à proposer cela. Et comme cela a continué, le président Jacques Chirac est venu en Guinée pour inaugurer le barrage de Garafiri, qui a été financé par la France. Il en a profité pour dire au général Lansana Conté, libérer Alpha Condé. Vous savez ce que Lansana Conté lui a dit? Il dit, mais président, chez vous là-bas en France, tout le monde est mis en examen. Nous n'avons qu'un seul type en examen. Laissez-nous régler ça, ce compte ici. Chirac n'a plus rien dit. Ensuite, Madeleine Albright, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, est venue aussi, en passant par la Sierra Leone, qui était en guerre à l'époque, en guerre civile. Elle a tout fait. Conté n'a pas refusé, n'a pas accepté. Et finalement, les militants du RPG, le parti d'Alpha Condé, ont commencé à dire comme c'est une histoire d'ethnie, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Si ce n'est pas Alpha, c'est Mansour Kaba. Et lorsque j'ai appris ça, j'ai fait un communiqué en disant Alpha, c'est Mansour, Mansour, c'est Alpha. Vous avez ça dans le... Oui. Voilà. Alors donc, je ne voulais pas qu'on m'utilise contre lui parce qu'on avait perdu l'espoir de le revoir sortir de prison. Alors donc, mais après ça, lui-même il a reconnu que même si nous avons fait 30 ans de désamour, et je n'ai commencé à le soutenir que lorsqu'il était là en prison. Et il dit que même si le prix de son emprisonnement était le prix de notre entente était son emprisonnement, qu'il ne regrette pas son emprisonnement. Notre émission arrive à sa fin. Je vous remercie, Mansour Kaba, d'avoir accepté de parler d'un des aspects les plus intéressants de votre ouvrage, c'est-à-dire votre action politique. Et j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir pour évoquer un peu la situation en Afrique en général, que vous connaissez bien de par votre travail, votre action, et également de dresser des perspectives pour un pays si complexe. Merci beaucoup. Très bien, merci. Merci d'avoir suivi cette émission. À bientôt.